Merci, Monsieur le Président. Vous avez un peu essayé de rappeler ce parcours, mais moi j'ai une maladie qui s'appelle la lassitude. Et au fait, j'aime bien être passionné par tout ce que je fais et j'aime bien être au moment où il y a le plus besoin. Et c'est pour cela qu'il y a eu pas mal d'expériences. Aujourd'hui, avec cette nouvelle expérience, qui n'est pas la seule, parce que je suis enseignant à la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat et chimiste de formation, je reste animé avec un certain nombre de passionnés, médecins, ingénieurs, techniciens, curieux, collègues, animés par la promotion de la santé digitale au sein de notre écosystème national, mais également dans la région. Alors, Monsieur le Président de l'ASMEDIAN, professeur Al-Qawq, Monsieur le Paste Président, professeur Al-Hassani, Mesdames et Messieurs les membres, les modérateurs, Madame, Monsieur les modérateurs, Mesdames et Messieurs les présents, les invités, les membres de l'ASMEDIAN et les invités de cette 48e édition du Congrès national et 20e du Congrès maghrébin de l'ASMEDIAN. Je suis très heureux d'être parmi vous. C'est toujours un plaisir et un honneur de pouvoir échanger sur des questions qui nous animent tous. Je crois qu'au moment où on a commencé à discuter de la e-santé en 2019 déjà, à la veille de la Covid, on ne savait pas encore qu'il y allait avoir une pandémie. Je crois que le professeur Anas avait cité un peu le décret de télémédecine, mais il y avait également une feuille de route e-santé avec le cabinet PwC. Il y avait aussi le pilote télémédecine à cette époque-là. Et on avait déjà la conviction chez les acteurs commençait à être manifeste pour développer la e-santé dans notre pays, d'autant plus que notre pays à cette époque était bien en avance sur la transition digitale. Il y avait déjà un ministère, il y avait une stratégie du digital Maroc, etc. Donc, c'est ça un peu le contexte. Et quand on a commencé à discuter, c'est vrai que dans les congrès des sociétés savantes, il n'y avait pas beaucoup le sujet du digital ou s'inviter peut-être en marge. Ce que j'ai constaté juste après le Covid, c'est que les sujets qui sont liés avec l'intelligence artificielle, la e-santé, la télémédecine, sont devenus en prime time, on peut dire, même au début de ces congrès, vu l'intérêt, parce que la conscience devient de plus en plus importante des professionnels par rapport à la place que prend la technologie dans les métiers de la santé en général. Et tout à l'heure, je voyais Madame le professeur qui présentait l'IA en diabétologie, en endocrinologie, et au fait, l'IA, c'est l'humain, c'est le médecin. Ça veut dire qu'il y a des algorithmes, bien sûr qu'il va y avoir des algorithmes. À partir du moment où on va continuer à mimer l'humain et l'augmenter, en essayant de réfléchir avec les mêmes mécanismes mathématiques, logiques, statistiques, probabilistiques, on va dire, la machine permet au fait de reproduire cette intelligence humaine et de l'augmenter. Bien sûr, il y a encore beaucoup de failles, mais vu notre expérience, il y a vraiment un avenir et il y a vraiment des changements importants qui vont arriver. Ceci étant, je ne suis pas aussi de ceux qui disent qu'il y aura un remplacement. Non, mais il y aura une révolution et il faut la suivre. Et c'est ce qui arrive dans notre pays, plein de forces vives, d'une jeunesse dans toutes les disciplines, d'universités et des écoles de médecine, de facs de médecine de plus en plus nombreuses, d'étudiants qui s'intéressent à la technologie, mais pas que les étudiants, tout le monde. L'ASMEDIAN a été parmi les premières sociétés savantes à signer une convention avec notre centre. Alors, je ne vais pas m'attarder parce que il y a le temps, non? Carte blanche. Bien, ben, je vais essayer quand même de rester dans des temps
on va dire, logique. Alors, on m'a demandé de parler un peu de e-santé, dossier médical partagé, et de partager quelques informations, vu que le CUS se trouve un peu au carrefour des acteurs de la e-santé, le ministère de la Santé, bien entendu, le ministère de la Transition numérique, la CNSS, et les éditeurs de solutions, les acteurs académiques de recherche, etc. Donc, et de parler de ce dossier médical partagé, sûrement tant attendu, et également de la feuille de soins électronique, tant attendu par les professionnels de santé. Mais je saisirai l'occasion pour présenter peut-être notre centre, qui existe depuis 2021, avec la création d'une association, qui est l'association de développement du centre, en 2022, à l'occasion de la sortie du premier livre blanc sur la e-santé au Maroc, et qui est devenu un document référentiel. Et comme a dit Monsieur le Président, professeur Hamdoun, il y a eu une concertation très large avec le professionnel. Donc, 3 ministres ont signé une convention de soutien à ce centre qui à travers son association, a un conseil d'administration, un bureau exécutif, une assemblée générale. Aujourd'hui, on a des acteurs du privé, des acteurs des groupes de production de soins, des entreprises d'IT, de télécommunications qui sont avec nous, mais également des éditeurs de solutions, ou bien qui viennent travailler sur certains sujets avec le centre. Alors, nos missions, on s'est fixé 5 missions. D'abord, tout ce qui est expertise et veille en e-santé, c'est important. Pour cela, on a fait des documents importants. La formation, et on a commencé quelques projets, notamment un DU universitaire. Bientôt, une formation à la fac de médecine pour les doctorants et les jeunes chercheurs en IA en santé, avec une possibilité de ramener son projet de recherche après une formation intensive en machine learning, en gestion de la donnée, etc., et venir confronter son sujet et voir comment utiliser ces outils pour appliquer l'IA à son sujet de recherche. Moi-même, dans le domaine de la chimie, dernièrement, si vous avez sûrement entendu, pour ceux qui sont dans le milieu universitaire ou pas, parce que peut-être qu'ils ont été sollicités, le projet PNARDI, le projet de recherche nationale qui associe le ministère de l'Enseignement supérieur et la Fondation OCP, et qui vise au fait à injecter 1 milliard de dirhams dans la recherche sur 4 ans, ce qui est une première pour l'histoire du Maroc, où nous avons pu également proposer des sujets sur les plantes médicinales en introduisant l'IA pour tout ce qui est hémisynthèse par la suite, pour pouvoir proposer des choses à partir de notre terroir, des plantes endémiques qui ont des vertus biologiques importantes. Voilà, alors la formation, l'advocacy, l'innovation, parce qu'on accompagne également les acteurs de l'innovation. Les startups aussi, on a accompagné pas mal de startups pendant nos forums ou après pour le go-to-market notamment. Alors, nos réalisations majeures, c'est l'organisation du Forum international. Nous sommes à la 3e édition cette année, donc une invitation bien sûr est ouverte pour le 25, 26, 27 novembre à l'UM6 SS à Casa. Et cette année, il y a beaucoup de nouvelles activités intéressantes. Publication de 2 livres blancs. Le premier, je l'ai cité tout à l'heure. Un deuxième, très important, sur la digitalisation et le partage des données de santé. C'était en même temps que le travail que faisait le ministère sur le dossier médical partagé et que faisait la CNSS sur la feuille de soins électronique, travail en matière de conception, alors que maintenant ils sont, notamment la CNSS, elle est en phase de développement des solutions, et dernièrement elle a annoncé qu'à partir de 2026, début 2026, la feuille de soins électronique va commencer, je crois, pas de manière généralisée, mais par étapes et selon certaines catégories. Un diplôme universitaire, je l'ai cité, des masterclass aussi, des appels à projets, hackathons ou appels à candidature pour des startups. Cette année, on fait un hackathon avec l'ICESCO, 50 pays, 170 solutions
qui sont présentés en e-santé en général, et puis également la représentation du CUS dans pas mal d'instances et d'événements nationaux, mais également internationaux. Ça, c'est quelques photos de l'événement de l'année dernière. Et pour cette année, donc, on va mettre le focus davantage sur l'IA et la médecine prédictive parce que ça évolue rapidement. Parce que lorsqu'on a commencé à discuter de e-santé 19, 20, 21, l'IA était encore balbutiant, voire plus hallucinant qu'il l'est aujourd'hui parce qu'il est beaucoup plus performant et pertinent, notamment avec l'apparition de l'IA générative qui est maintenant très utilisée par tous les professionnels et même utilisée pour faire cette présentation. Développement de l'écosystème des startups avec le support d'acteurs institutionnels. Cette année, on a un concours international, on a eu 100 startups, 70% en dehors du Maroc, Afrique et même l'Europe, qui viennent à Casablanca présenter leurs solutions. Et puis également des aspects qui sont liés à la sécurité, à la conformité et des solutions en santé digitale. Alors la Smédiane, cette année, sera invitée parmi 8 sociétés savantes, parce que cette année, la nouveauté, c'est qu'on va, pour intéresser davantage les spécialités, parce qu'on faisait un forum, mais c'était générique, chacun cherchait un peu où il pouvait se retrouver. Le dentiste venait, disait, bah, moi, ce panel, ça m'intéresse pas. Le cardiologue disait, bon, d'accord, ça parle dossier médical ou ça parle IA, mais ça m'intéresse peut-être pas. Je veux bien voir ce qu'il y a dans ma spécialité. On s'est dit, bah, tiens, on va parler aux spécialités. Et on a eu des réponses. La Smédiane a été parmi les premiers répondants avec 3 heures de mini-congrès, avec un panel et une compétition pour les meilleures solutions IA et Digital Health en diabétologie, endocrino et nutrition. Les partenaires, bien sûr, du CES sont nombreux et il y a des attentes. Et j'espère qu'on pourra, avec l'aide des partenaires et avec les financements qui sont demandés, accompagner. Vous savez, quand on a fait l'enquête sur le niveau d'informatisation, le niveau de digitalisation, l'utilisation du dossier médical informatisé chez les professionnels du secteur libéral, alors les chiffres ne sont pas très encourageants. Il y a beaucoup qui nous ont dit il faut qu'on soit aidé parce que c'est pas une priorité. Et beaucoup considèrent que c'est pas encore une priorité et que le papier, ça marche toujours. Alors la chose qui va transformer, qui va pousser les professionnels à aller vite, c'est bien ce qui se passe au niveau de la CNSS. Et ça, la CNSS va, quand elle va commencer en 2026, elle va donner 2 ans peut-être, plus, moins, je ne sais pas, pour que tout le monde se conforme au digital, comme elle l'a fait pour Damancom, par exemple. Donc, automatiquement, un médecin devrait avoir l'outil, devrait l'utiliser, devrait avoir un dossier patient informatisé, etc. Et puis, on peut s'amuser tout à l'heure à voir un peu les vertus et l'intérêt d'utiliser ce digital. Alors, également des conventions à l'international, parce que avec l'OMS, avec le FNUA, bientôt avec l'UNICEF, etc., parce qu'on est également interpellé pour des solutions digitales. On a apporté notre soutien au FNUAP et à une ONG pour digitaliser des solutions pour la santé sexuelle et reproductive et également santé maternelle. Le soutien aux startups aussi, notamment à travers le forum. L'année dernière, avec une 40aine de startups, on essaie de les placer. Alors, les projets en cours qui arrivent vont nous permettre de répondre davantage aux startups. Alors, le premier projet, je reviendrai rapidement, mais je voudrais parler de celui-là, Digital Health Lab avec la Fondation Mohamed VI. On vient de faire une réunion il y a une semaine. Alors, on veut qu'il y ait une plateforme d'innovation qui associe la recherche académique et le développement technologique. Et là, les startups, quand ils développent des choses, Madame tout à l'heure a parlé justement de l'entraînement de ces algorithmes. Eh ben, l'entraînement se fait avec des données en open source qui ne sont pas des données marocaines. Et beaucoup, après les forums, ils viennent nous chercher, nous dire on a besoin de données marocaines. Jusqu'à présent, il n'y a pas de cadre pour justement partager la donnée, sans parler bien sûr de la donnée, est-ce qu'elle est structurée ou pas, sans parler des incitations, etc. Donc, notre but, c'est de rapprocher le milieu de recherche, le milieu clinique de ces solutions qui sont très souvent portées par même des médecins d'abord, des médecins, des professeurs en médecine, avec des ingénieurs. Alors, ce qui est très beau, c'est qu'il y a cette association, elle se fait de manière spontanée et beaucoup de médecins vont aller à côté à Rabat, par exemple, parce qu'il y a cette proximité des profs de la fac de médecine de Rabat qui vont aller voir l'INSEAS, qui vont aller voir l'INSAM, etc. C'est à côté et ils font des choses ensemble
Et on l'a découvert quand on a fait l'appel à communication, enfin le call for abstract ou le prix de la meilleure thèse. On a vu un peu comment les thèses en IA et en e-santé associent des médecins et des ingénieurs. Alors, je reviens à notre projet nouveau, c'est l'Observatoire de la santé digitale. C'est vrai qu'on a produit 2 documents importants, mais qui ont été faits à l'instant T. On a besoin d'avoir chaque année des indicateurs pour voir la maturité de nos systèmes d'information, la maturité de l'écosystème en matière de santé digitale, et également s'arrêter sur les défis, sur les problèmes rencontrés, sur les besoins en formation et en information, sur l'accompagnement au changement, etc. Et donc, on a soumis ce projet au ministère de la Santé, entre autres, et ça se discute entre la santé, la CDG et notre centre pour qu'on puisse mettre en place cet observatoire. Nouveau projet, mais celui-là, il a vu le jour et vous allez le découvrir pendant le forum, Inch'Allah. Nous sommes rapprochés sur 2 questions importantes qui sont la question de la maturité d'un système d'information, d'accord, et la question de l'interopérabilité. On a tous, peut-être, vous avez des systèmes, d'accord, mais demain, si vous voulez échanger de l'information avec le biologiste, avec la CNSS demain, vous allez trouver des problèmes parce que la question des standards sur lesquels vous vous basez va se poser. Parce que vous avez besoin d'un langage commun et je vais y arriver. On a anticipé là aussi. Et ça a été une recommandation de notre 2e étude. Nous nous sommes rapprochés de 2 mastodontes internationaux en matière de maturité, qui est IMSS et IHE Catalyst. IHE Catalyst, il y a 30 ans d'existence, ce sont des entreprises de solutions digitales qui se sont réunies et qui ont à chaque fois commencé à mettre des profils d'interopérabilité de telle manière à tester de manière continue, évolutive, leurs solutions et leur capacité à échanger. Parce que l'échange de données, c'est une autre question. Et c'est amusant ce que nous a montré tout à l'heure professeur, parce que l'interopérabilité et les sémantiques, on utilise des termes qui sont utilisés ici, peut-être pas en France, pas aux États-Unis, elle est technologique, elle est technique, et donc elle est compliquée. Et par conséquent, on a besoin de ce commun et de ce langage commun. Et nous apportons à travers ce laboratoire MOHIM, qui est Morocco Health Interoperability and Maturity Lab, des solutions intéressantes. On a vu un intérêt que ça soit de l'autorité de santé ou que ça soit des éditeurs, parce qu'ils savent que demain, s'ils veulent aller à l'international, ils ont besoin de ces certifications. J'arrive au sujet de la feuille de soins électronique et du dossier médical, mais avant de parler un peu de cette révolution qui va concerner votre spécialité, c'est sûr, comme d'autres spécialités, je souhaite un peu rappeler ce qui se passe. Alors, du côté du ministère de la Santé, bien sûr, ce sont des données qui nous ont été partagées avec nous, vu notre position en tant que centre et vu que nous sommes un partenaire de tous ces acteurs. Donc ça, c'est des choses qui ont été communiquées également officiellement dans des occasions formelles. Ça, c'est un peu l'architecture et principe du nouveau SIH. Alors, on parle d'IA, d'accord? Quand on parle d'IA, il faut penser automatiquement à la donnée. Et quand on parle de données, il faut aller la chercher. Elle est où? Elle est dans un système. Elle est dans un ordinateur, dans un serveur, etc. Donc, il faut un système d'information. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, jusqu'à quelques années, 3-4 années, il n'y avait pas encore les systèmes d'information dans tous les hôpitaux. Il n'y avait que dans les CIH. Dans les hôpitaux, il y avait des systèmes de facturation. D'accord? Mais tout était dans le papier et un système d'admission, de facturation, d'échange avec la CNSS, ça peut être des tableaux Excel, etc. C'est pas des logiciels, c'est pas des choses. Et puis, aucune donnée structurée à exploiter. Voilà, par exemple, un hôpital qui travaille 20 ans, mais qui ne peut pas utiliser la donnée pendant ces 20 ans. Savoir quand est-ce que cette épidémie a été en hausse, ce médicament a été en rupture, des choses importantes dans le business intelligence que seule la donnée peut vous donner. Alors, si vous voulez faire de l'IA, vous avez besoin de données. Si vous voulez de la donnée, vous avez besoin d'un système d'information intégré, d'accord, et costaud, quoi. Et aussi réalisé de manière souveraine. Pourquoi? Parce que très souvent, quand on achète des systèmes
À l'international, on a des boîtes noires. On vous pose le système et on vous fait l'entretien à distance. Parce qu'on n'a pas l'argent pour vous envoyer un expert. Et vous devez ouvrir les portes et les fenêtres pour qu'il puisse venir vous faire le ménage dans votre système. Donc, souveraineté veut dire développer des choses soit à partir d'un système qui existe, que j'achète, que je m'approprie, mais je continue à développer, soit from scratch et le développer sur place. Et quand on développe un système, c'est pas un informaticien. Si je développe un système pour professeur Kewak, je dois d'abord avoir son leadership au sein de sa structure, comprendre ce qu'il veut, d'accord, et qu'il puisse associer tous les partenaires avec lesquels il travaille. Si on fait pas ça, on a un système qui ne marche pas. Et on a ce cas de système qui ne marche pas un peu partout. C'est une réalité malheureuse. Dans beaucoup d'hôpitaux, dans beaucoup de structures, on fait des choses, des fois à la hâte, à la va-vite. On se dit, allez, tiens, on a un direct au système de formation, c'est ça, après, ça bloque. Parce que, voilà, la pharmacie dit, moi, je saisis, j'ai mis le nom de ce médicament, mais bon, etc. Donc, rien que la nomenclature peut vous poser 36 000 projets. Donc, le projet de système d'information, c'est un projet stratégique qui vient, bien sûr, et ça, ce qui a été fait par le ministère de la Santé, c'est de pouvoir généraliser, et c'est ce qui est en train de se faire jusqu'à aujourd'hui. Même si le SIH aujourd'hui est partout, dans les CHU, dans les hôpitaux provinciaux, régionaux et dans les centres de santé, il n'y a pas encore d'échange. Même au sein de l'hôpital, il y a la question de l'échange de données, etc. C'est en cours. Donc, il y a du travail à faire. Ça, c'est un schéma. Le dossier médical partagé, il y a des pays qui ont fait 10 ans, 15 ans pour arriver au dossier médical partagé. C'est pas demain qu'on peut le faire, mais on peut le faire rapidement aussi. C'est pas parce que les gens le font 15 ans, on peut le faire. Il faudrait qu'on y passe tout ce temps. On peut le faire rapidement, mais à condition, bien sûr, qu'on fasse les bons choix technologiques, qu'on fasse la concertation, etc., qu'on travaille avec tous les acteurs. Alors, ça, c'est l'architecture de notre dossier médical partagé. Il tourne autour, bien sûr, d'une plateforme d'échange, qui est une plateforme d'interopérabilité, qui est en rouge, qui doit être basée sur des standards. Alors, l'un des standards importants, vous allez voir IHE. IHE, ce sont ceux avec lesquels nous avons signé. Et IHE travaille sur les standards qui existent, comme le HL7, FHIR, etc. Et ce sont des standards qui vous permettent d'échanger soit des documents médicaux, soit des images comme le DICOM, soit un examen clinique, soit des données de laboratoire, etc. Donc, ça, c'est la plateforme et elle permet d'échanger entre les différents systèmes. Parce que demain, si on veut parler d'un dossier partagé, il faudrait que le patient puisse avoir la possibilité d'aller entre plusieurs structures. Il est dans un hôpital public, puis il change, il va dans un hôpital privé, il est chez son endocrino, il a besoin de faire une opération, pas besoin d'aller avec un dossier papier, tout aille dans son dossier médical. Donc, consolider tout ça dans une base de consolidation santé. À côté, bien sûr, il faut de l'authentification parce qu'il faut protéger la donnée et se protéger des erreurs et se protéger des intrusions, etc. Et donc, le système d'authentification, c'est la carte d'identité nationale qui va être adoptée et qui va héberger l'identifiant santé et l'identifiant assurance maladie. Et puis, le contact de ce dossier médical avec les acteurs. Le patient, le citoyen, à travers son propre portail, et seul le citoyen détient est propriétaire de son dossier, c'est lui qui devrait ouvrir les vannes pour les différents spécialistes. Si j'ai envie de donner des informations tel ou tel à tel médecin, c'est moi qui décide et c'est moi qui donne le consentement. Le médecin également, il a également des accès limités en fonction de sa spécialité. Et puis le ministère de la Santé pour tout ce qui est business intelligence. Pour ce qui est de la feuille de soins électronique, voilà un processus de la feuille de soins électronique qui nous donne une progression logique d'une prescription chez le médecin jusqu'à l'exécution et l'enregistrement. Et donc, le médecin va vous prescrire bien sûr soit un examen, soit des médicaments, etc. Ça sera sur une feuille avec un QR code dans un premier temps. Tant que le dossier médical n'est pas encore au point, ça sera un QR code qui est lisible par tous les acteurs. Vous arrivez, vous avez le QR code et vous avez tous les paramètres pour l'examen que vous voulez passer. Et donc, automatiquement, quand vous allez sur ce QR code, vous êtes sur la plateforme CNSS, vous faites le service il est fait,
et la facturation se fait automatiquement. Et le remboursement pour chaque prestation, ce qui est bien, et ce qui est peut-être différent même de certains systèmes, c'est que le remboursement n'attend pas tout le dossier. Vous allez chez le médecin, 48 heures après, vous pouvez être remboursé. Après, vous allez chez le pharmacien, etc., etc. Ça permet aux gens qui n'ont pas suffisamment de moyens, de récupérer une partie de l'argent et d'utiliser pour la suite du parcours de soins. Et ça, c'est une très bonne chose que veut faire la CNSS. Et d'ailleurs, je souhaite les saluer d'ici parce qu'ils font un travail important. Apparemment, il y a aujourd'hui, stratégiquement parlant, une entente pour que le feuille de soins électronique puisse sortir et que le DMP vienne s'adosser parce que la CNSS sera de fait l'agrégateur numéro 1 de la donnée de santé au Maroc. Et c'est important. Et donc, le DMP, déjà, il va sur une bonne base et après, il sera alimenté par d'autres solutions. Alors, notre livre blanc qui avait anticipé un peu tout ça et qui avait parlé de pas mal de choses, il avait fait un schéma à la fin. Moi, je fais l'économie des constats qu'on a fait, des enquêtes, des interviews, etc. Mais nous, on a proposé une plateforme nationale, un portail national, dont le DMP est au cœur de cette plateforme, le dossier médical, mais aussi une messagerie sécurisée. 52% de nos professionnels utilisent le WhatsApp. Il n'est pas sécurisé. D'accord? Et aussi une plateforme nationale qui permet d'avoir des services. Parce que il faut pas juste avoir une plateforme pour aller se faire rembourser ou regarder son dossier. On peut avoir de l'éducation thérapeutique. On peut avoir de la sensibilisation. On peut poser les questions avec des chatbots. On peut mettre tout ce qu'on veut dans ces plateformes et dans des solutions que nous allons certifier au niveau national. Ça peut être une solution en endocrinologie ou en diabétologie qui sera accréditée. Demain, on va avoir la haute autorité de la santé. Elle est là déjà, mais elle doit commencer à travailler. C'est son rôle d'accréditer les structures, mais également les solutions et nous dire, voilà, cette solution, elle est importante. On va la diffuser de manière nationale, on va la mettre sur le portail. باش المغاربه يمشيو لها بالدارجه بلا مزاريه etc. ويعملوا بها et ça va être le portail national et c'est ça la souveraineté au niveau sanitaire. Alors voilà, on s'est amusé avec l'IA un peu. Bon, vous êtes 466 professionnels réunis en fait aujourd'hui entre les 3 jours. C'est ce qui est dans le document, c'est ça, professeur? Alors votre réalité quotidienne, ce sont des dossiers papier, éparpillés entre hôpitaux, cabinets, du temps perdu à chercher les résultats d'examen, des patients qui refont les mêmes analyses des fois, des appels multiples pour obtenir un bilan thyroïdien par exemple, des ordonnances illisibles, en tout cas pour les patients. Je ne sais pas si vous arrivez à lire les ordonnances de vos confrères, mais en tout cas, et des interactions médicamenteuses également qui ne sont pas détectées. La solution, c'est le digital. Est-ce que la solution, c'est le digital? Je pense oui, mais ça dépend comment on va l'utiliser. Alors, on va donner un petit exemple de transformation digitale sur la consultation de demain. Un patient de 45 ans qui consulte. Aujourd'hui, il vient. Il a fait son hémoglobine glycée il y a 2 semaines, mais il l'a perdu. Qu'est-ce qu'il va faire? Soit il va aller au labo la récupérer, soit il va la refaire, ou là, s'il a changé dans une autre ville, etc. Je ne sais pas. En tout cas, il devrait la récupérer. Le médecin ne peut rien lui faire s'il n'a pas le résultat. La prescription, elle est sur papier. Allez à la pharmacie, à la CNSS par la suite. Tout ça prend 3 semaines au minimum. Pas de traçabilité des complications. Ce qu'on peut rapidement avoir avec le DMP, c'est que vous avez l'hémoglobine glycée les 2 ans, par exemple, facilement affiché avec des courbes d'évolution. Ça, vous allez l'avoir automatiquement parce que ça ne se perd plus. La prescription électronique, la vérification automatique des interactions. Je sais qu'il y a aujourd'hui un travail qui se fait comme ça. Quand la plateforme va sortir, il va y avoir ce service offert d'interaction médicamenteuse, bien sûr, qui est en train d'être mis en place par la CNSS. C'est une très bonne chose. Et puis également les alertes. Il va y avoir des alertes. Ça veut dire que la CNSS va envoyer des alertes. Il va vous dire, écoutez, vous n'avez pas fait votre bilan. La rétinopathie, par exemple, pour un diabétique, d'accord? Il y a 18 mois qui sont passés, vous avez à recevoir des alertes. Parce que c'est dans son intérêt qu'elle fasse de la prévention et qu'elle fasse des alertes. Et puis, le remboursement sur 48 heures, on l'a cité. Et le gain de temps, il est entre 15 et 20 minutes par consultation. C'est ce ont montré un certain nombre d'études. Pour ce qui est de dossier médical partagé, effectivement, il sera l'allié clinique des cliniciens. Alors, vous aurez toutes les données biologiques,
TSH, glycémie, profil lipidique, créatinémie, historique complet et graphique d'évolution. Ça va révolutionner votre manière de suivre votre patient et également lui-même, parce que beaucoup de patients sont conscients de leur état et veulent participer à leur propre prise en charge, ce que j'appelle un peu le self-care. Les traitements en cours, toutes les prescriptions sont actives, les détections automatiques des interactions, l'historique des changements thérapeutiques. Ça, vous pouvez oublier, vous avez changé, les médecins, ils voient des centaines de patients. Donc, on n'a pas, voilà, si on a perdu le papier, si on a changé de traitement, des fois, on pose des questions aux patients, le patient dit, ouais, et puis les patients des diabétiques, excusez-moi de le dire, ce sont des cachetiers. Donc, n'est-ce pas? Voilà. Donc, si on a toutes les informations bien stockées et accessibles, c'est mieux. Les images également, et puis les alertes. C'est important, les alertes qui peuvent aller et chez le médecin et chez le patient. Un autre cas concret, une patiente de 28 ans, ça c'est un peu les études sur les dossiers médicaux, une patiente de 28 ans atteinte de diabète type 1 depuis 15 ans, suivie avec un dossier médical et fait de soins électroniques. Avant, la problématique c'est qu'elle est suivie par 4 médecins, elle subit des hospitalisations récurrentes pour hypoglycémie, le dossier est dispersé en 3 établissements, avec le DMP et la feuille de soins, l'accès est instantané à tous les examens, l'ajustement thérapeutique il est immédiat, la prescription elle est électronique et les alertes, comme je l'ai dit. Et les résultats, c'est que après 6 mois d'utilisation de DMP, on voit que l'hémoglobine glyquée peut déjà baisser de 1,1. La réduction de 60% des hypoglycémies, carrément plus d'hospitalisation et un taux de satisfaction du patient de 9 sur 10. Tout ça, c'est de l'estimation de l'IA par rapport aux études. À vérifier, bien sûr, mais c'est à titre d'échange et c'est pour ça que j'ai pas mis de source et j'ai dit que c'est de l'IA qui est partie sur un certain nombre d'études qui ont été réalisées. Pour la feuille de soins électronique, le remboursement accéléré, bien sûr, on s'est également basé sur le cahier de charge de la feuille de soins électronique. Bien sûr, remboursement accéléré pour ce qui est feuille de soins, meilleure adhésion thérapeutique, plus 35% d'adhésion, gain de temps médical, satisfaction du patient, et puis les expériences réussies. La Turquie. La Turquie est l'un des modèles au monde qui ont réussi, et la preuve, c'est que pendant la Covid et pendant le séisme 2023, grâce à leur système Nabiz, pulsation, enfin, Nabd, Nabiz, Pulse, ils ont pu sauver beaucoup de vies parce que les gens, ils ont pu atteindre, donc à partir de leur identité, ils avaient leurs dossiers médicaux, ils connaissaient leur allergie, etc., leur maladie, s'ils sont suivis pour des maladies chroniques, etc., et ça a permis une meilleure prise en charge. En France, ils se sont ressaisis après une cascade d'erreurs, et ils l'ont avoué. Aujourd'hui, c'est 40 millions de dossiers créés. C'est pas le nombre de Français, mais ils ont enlevé ils sont partis sur le système opt-out. Ça veut dire ils mettent tout le monde sur le dossier médical. Et puis si vous voulez sortir du dossier médical, vous sortez. Mais avant, c'est comme un peu le registre de la transplantation chez nous. Il faut aller s'enregistrer. Personne ne s'enregistre. Si vous dites aux gens, il faut aller s'enregistrer sur un dossier médical électronique, ils vont dire attention, électronique, il y a eu hier des attaques, etc. Je suis pas sûr de le faire. Mais si vous les mettez, vous leur dites si ça vous arrange pas, vous sortez. À la rigueur, on va dire parce que l'intérêt, les deux approches restent respectueuses des droits de l'homme. C'est-à-dire que vous dites à la personne, votre dossier est électronique, souhaitez-vous le garder, etc. Donc nous, notre étude que nous avons réalisée, elle a montré quand même une certaine confiance des Marocains par rapport à leur système de santé, par rapport au système public en particulier. Et au Maroc, pour terminer, on a voulu voir, on a demandé aussi à l'IA d'aller voir notre dossier médical, notre livre blanc par rapport aux enquêtes et nous dire un peu sur quel niveau de préparation nous sommes. C'est vrai que un pourcentage important des établissements, en tout cas en 2023, lorsque l'enquête a été faite, parce que le document est sorti en 24, 70% des établissements n'ont pas de dossier patient informatisé. Ils ont peut-être
un ordinateur, Excel, etc., mais pas de dossier patient. 65% ne changent pas de données, 78% papier pour l'échange, 52% WhatsApp, je l'ai dit tout à l'heure, email 25%. Les bonnes nouvelles, c'est que 94% des citoyens acceptent de partager avec leur médecin, électroniquement, je veux dire. 80% des hôpitaux publics ont aujourd'hui un DPI et représentent une bonne partie des Marocains. 87% des citoyens veulent contrôler. Bien sûr, il y a des choses qui arrivent dans les grandes structures privées aussi, en termes de SIH. Et d'ailleurs, on travaille avec 2 grandes structures pour justement la mesure de la maturité et également sur ces questions d'interopérabilité. Pendant le forum, vous allez voir des tests carrément, des tests grandeur nature pour voir est-ce que leurs systèmes peuvent échanger. Un cadre réglementaire qui est quand même bien en avance au Maroc. On a une loi cadre, il y a une loi sur la protection de données, il y a une loi sur la cybersécurité, et donc assez mature sur le plan réglementaire. Le terrain donc est prêt, les mentalités aussi dans notre pays, l'infrastructure elle est en développement, et il y a une acceptation citoyenne forte, un cadre légal établi. Il n'y a qu'à faire, hein, il n'y a qu'à passer et faire le saut en avant pour aller vers cette digitalisation du secteur de la santé, parce qu'elle sera tout bénéf, bien sûr, si elle est responsable, si on prend les mesures, justement, et les mesures sont prises pour justement éviter qu'il y ait des intrusions. Il y a carrément le nouvel organigramme, je crois, qui a été diffusé de le ministère de la Santé. Il y a une direction générale de la santé digitale, d'accord, avec une direction de la cybersécurité. Alors, juste pour la santé, il y a une direction de cybersécurité, et c'est normal, puisque la donnée de santé est considérée comme une donnée sensible, et les établissements de santé sont considérés comme des infrastructures également sensibles de par la loi. Je vous remercie.